la diplomatie a échoué. À 10 heures heure de l'Est, lundi, les États-Unis imposeront un blocus naval à l'Iran. Une escalade extraordinaire dans un conflit déjà en cours. Cela fera-t-il tomber le régime à Téhéran ou relancera-t-il une guerre totale que personne ne pourra contrôler? Bienvenue à nouveau à tous dans le Quad. Et voici le président Trump qui explique très clairement ce qui va se passer aujourd'hui, lundi. Regardez ceci. Demain à 10 heures, nous allons mettre en place un blocus. Ce sera demain à 10 heures. D'autres nations travaillent pour que l'Iran ne puisse pas vendre de pétrole. Et cela serait très efficace. Voilà. Et ici, pour analyser tout cela et bien plus encore, mon merveilleux panel, Emily Schrader, qui est militante des droits humains et journaliste, Shoshana Kitts-Jaskol, fondatrice de Komat Nashim, qui donne une voix aux femmes orthodoxes invisibles. Et, à la demande générale, Ruthie Blum, rédactrice principale ici à JNS. Et maintenant, nous voyons ce que nous disions à Trump. Nous savions, parce que nous en avons parlé de très nombreuses fois, que le régime islamique n'est pas intéressé à se débarrasser de ses missiles balistiques ou de son programme nucléaire. Parce que, comme tu le disais plus tôt, Ruthie, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. On ne peut pas négocier avec des gens dont la raison d'être même, la raison même de leur existence, est la nature terroriste et génocidaire des islamistes à Téhéran. Nous sommes donc maintenant dans une situation où un petit répit leur a été accordé. Et je dois dire que je crois toujours que ce répit était une bonne pause stratégique. Je vais expliquer pourquoi, puis vous pourrez me contredire. Alors, tout d'abord, les marchés se sont calmés dès que cela a été annoncé. Et je pense que Trump voulait peut-être offrir un petit soulagement économique. Je pense que montrer au monde qui sont ces personnes, encore une fois, en d'autres termes, donnons une chance aux négociations. Nous sommes des gens raisonnables. Et puis, la cerise sur le gâteau, envoyer J.D. Vance, que l'on considère ou que l'on croit être le partisan de la ligne anti-guerre, l'envoyer auprès de ces terroristes génocidaires pour voir s'il peut négocier, aller et venir. Non, ces gens ne sont pas intéressés. Dès notre arrivée, ils ont affirmé ne pas vouloir abandonner leur programme nucléaire. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que cette pause était peut-être une bonne chose, mais peut-être que tu penses autrement, Émilie. Je veux dire, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Je ne vais pas dire de façon définitive que c'était bien ou mal. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais, peu importe ce qu'il a fait. Je pense qu'actuellement, bloquer le détroit d'Ormuz est une excellente décision. C'est un coup de génie. En fait, et je pense qu'on en parlera plus en détail plus tard. Mais en ce qui concerne le cessez-le-feu, je suis aussi d'accord avec toi. Je pense que c'était une excellente stratégie de mettre JD là-bas parce que cela donne de la légitimité à l'affirmation selon laquelle la République islamique n'est pas intéressée à conclure un accord ou à faire des compromis sur les questions fondamentales de cette guerre dès le départ. L'uranium hautement enrichi, ce qu'ils appellent le droit d'enrichir l'uranium. Toutes ces questions sont des choses que peut-être certains sceptiques de Trump, même à droite, n'auraient pas cru si cela venait du camp de Rubio au sein de l'administration Trump. Mais quand c'est J.D. Vance lui-même qui dit « Écoutez les gars, voilà la situation », ça sonne un peu différemment. Et je pense que c'est de bon augure pour l'avenir et je pense qu'on va finalement assister à un retour à une forme de conflit militaire. Mais à quoi cela ressemblera exactement? Nous ne le savons pas encore. Mais je pense quand même qu'il y a certainement des aspects positifs qui ressortent de tout cela. je veux dire, comme je l'ai dit, je pense vraiment que c'était peut-être ce qu'il fallait pour relâcher un peu la pression. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Je veux ajouter un point négatif. Je trouve très dangereux la façon dont le président Trump parlait d'avoir réussi un changement de régime avant les négociations. Une autre chose qui se passe au milieu de ce cessez-le-feu et que la communauté internationale ignore, ce sont les exécutions. Elles continuent. Elles augmentent. Le premier trimestre de cette année a vu un nombre record d'exécutions pour cette période. Cela signifie des exécutions officielles, pas des massacres de personnes dans les rues, ce qu'ils ont aussi fait. Une guerre totale avec toute cette violence et ces confiscations a-t-elle eu lieu ou non? À mon avis, en ce qui concerne nos verdicts, monsieur, il devrait y avoir beaucoup plus de confiscations, tant en ce qui concerne la confiscation des biens que le prononcé de condamnation à mort. Veuillez vraiment transmettre cela. Dès qu'il est possible de prononcer une sentence, votre ordre l'exige, il n'y a aucun problème, la loi permet d'aggraver la peine et de le faire. Il n'est pas nécessaire de transmettre cela, il n'est vraiment pas nécessaire de le transmettre.
Tu n'as pas besoin de faire des déclarations aussi générales pour avoir des discussions diplomatiques. Tu n'as pas besoin non plus de les complimenter. Comme si les personnes qui dirigent le pays étaient vraiment différentes parce que Ghalibaf ne l'est pas, je t'assure. Oui, ce sont les mêmes personnes. C'est pareil. La même idéologie. Et donc, c'est vraiment démoralisant pour le peuple iranien qui, au final, ce sont eux qui vont vraiment faire bouger les choses pour un nouveau régime sur le terrain. Donc, il n'a pas besoin de dire ça. Il n'est pas toujours judicieux de tout publier sur Truth Social. Mais comme je l'ai mentionné, il y a aussi des points positifs. On aime Trump pour ça. Au final, je pense que beaucoup ne comprennent pas que les conflits peuvent être perçus très différemment. Donc, il y a la partie qui concerne les attaques militaires, mais ensuite, le conflit peut continuer dans une autre phase. Écoutons ce que le peuple iranien pense réellement de ce cessez-le-feu qui vient de se terminer. Quand le cessez-le-feu a été instauré, je dirais qu'au moins 80% des Iraniens ont été très en colère. Ils ont été très déçus parce que ce que nous voulons, c'est que la guerre continue et qu'on se débarrasse de ce régime cancéreux. À l'arrivée du cessez-le-feu, une certaine déception a été ressentie. Le cessez-le-feu nous montre que les gardiens de la révolution sont déjà en train de s'effondrer et qu'il y a déjà une faille dans leur système, parce qu'ils ont été divisés à l'intérieur du pays, au sein du régime, entre les groupes qui veulent un cessez-le-feu et ceux qui n'en veulent pas. Ils font largement confiance au président Trump et pensent qu'il sait ce qu'il fait et qu'il sait que ce régime est cancéreux et que si on n'enlève pas le cancer, il reviendra. Shoshana, pourquoi les gens en Occident n'écoutent-ils pas vraiment les Iraniens qui leur disent que nous ne voulons pas que la guerre s'arrête? Toutes ces stupides manifestations contre la guerre aussi à Tel Aviv? Ils s'en fichent, ils s'en fichent, ils s'en fichent. Ils ne se soucient pas du peuple iranien, ils s'en fichent, ils détestent Trump. Ils détestent Bibb, ils détestent l'Occident, ils se détestent eux-mêmes. C'est vrai. Ils se détestent eux-mêmes. Ils détestent ce que représente l'Amérique. Ils détestent ce que représente la Grande-Bretagne. Je veux dire, regardez les personnes qu'ils ont élues. Dans les petits endroits, ils ne se soucient pas du peuple iranien. C'est très simple, tout dépend de ma vision du monde. C'est à propos de ce que je pense et tout ce qui est contre Israël, tout ce qui est contre Trump. Je vais soutenir cette chose-là. Donc, on peut toujours prédire ce qu'ils vont penser. Dès que vous voyez qui soutient quelque chose, vous saurez qu'ils seront contre. Ils ne défendent rien. Ou si Israël soutient quelque chose, ils doivent donc s'y opposer. Ruti, tu es une journaliste chevronnée. Cette semaine, nous avons vu Thomas Friedman lors d'une interview sur CNN dire en gros « Oui, le régime devrait tomber. C'est la pire chose au monde. » Mais si cela signifie que nous attribuons le mérite à Trump et Bibi, alors c'est ça qui me déchire. Oui, je me retrouve, Michael, dans une situation où je veux vraiment voir l'Iran être vaincu militairement parce que ce régime est terrible pour son peuple et pour la région. Et rien n'améliorerait davantage la région que le remplacement de ce régime par un régime en Iran qui serait axé sur le fait de permettre à son peuple de réaliser tout son potentiel et de coexister pacifiquement avec les autres pays. Et qu'il cesse d'occuper le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen. Donc je suis tout à fait pour cela. Je ne veux vraiment pas voir Bibi Netanyahou ou Donald Trump renforcés politiquement par cette guerre, car ce sont deux personnes épouvantables. Eh bien, ce n'est pas du tout surprenant. Je veux dire, toute personne qui a prêté attention à cette créature immonde pendant des années et des années dans le New York Times, ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas surprenant. Cependant, ce qui me dérange, ce n'est pas ça, d'accord? Tom Friedman, le New York Times, vous savez, je ne m'en servirai même pas pour emballer du poisson. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a des Israéliens qui parlent comme ça. Oui. Les Israéliens, c'est vrai, nous ne souffrons pas comme le peuple iranien. Et je pense qu'il faut insister là-dessus encore et encore, parce que dans toutes ces discussions sur la poursuite de la guerre, les armes nucléaires et le cessez-le-feu, d'une certaine manière, la mention du peuple iranien est un peu passée à la trappe. Et j'espère que c'est intentionnel. Nous y reviendrons dans une minute. Il se passe peut-être des choses en coulisses dont nous ne savons rien, je l'espère. Donc, l'idée de cesser d'en parler pendant un instant, juste un moment. Mais je ne suis pas surprise par le New York Times. Je ne suis peut-être pas surprise par la gauche israélienne, mais je trouve vraiment choquant que des Israéliens qui connaissent de près le djihadisme réagissent ainsi. Nous avons aussi passé les dernières semaines dans des abris anti-bombes. Nous savons ce qui nous attend. Et que n'importe quel intellectuel israélien ose être d'accord avec cette position. Je trouve cela tout simplement immoral, choquant.
Je suis surprise que n'importe quel rédacteur en chef permette que cela paraisse dans les pages d'un journal israélien. Eh bien, à part Al Jazeera, Haaretz, bien sûr, ils sont là justement pour ça. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est ce qui va arriver maintenant avec cette histoire d'Ormuz, car c'est comme une nouvelle étape de la guerre. Et toute l'idée que les Iraniens, que le régime islamique puisse prendre le détroit d'Ormuz en otage et nous étrangler en faisant un point d'étranglement. J'ai lu un point de vue vraiment, vraiment intéressant ce matin d'un homme appelé Avi Avidan sur X, qui parle du fait que ce que les gardiens de la révolution islamique ont fait, et c'est une bonne nouvelle, espérons-le, pour nous et pour le monde libre, c'est qu'ils ont rendu le détroit d'Ormuz désormais sans importance. Ils ont signé leur propre condamnation à mort dans le sens où les Saoudiens cherchent des itinéraires alternatifs. Les Émirats arabes unis utilisent déjà des itinéraires alternatifs via Fujairah. Les États-Unis exportent du pétrole et ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils remplacent la valeur stratégique du détroit d'Ormuz, ce qui signifie qu'ils signent leur propre arrêt de mort en l'utilisant comme point d'étranglement. Seriez-vous d'accord avec Avi? Je veux dire, oui, dans l'ensemble, je pense que c'est une évaluation juste de la situation, du moins pour l'instant, c'est ce qui semble se profiler. Ce n'est pas à eux de contrôler, ce n'est pas à eux de s'en servir comme outil de négociation ou de chantage envers l'économie internationale. Cela dure depuis bien trop longtemps. Je suis furieuse de la réaction de l'Europe et du manque de surveillance alors que cela concerne principalement leurs intérêts, pas ceux de l'Amérique, d'accord? L'Amérique n'a pas besoin du détroit d'Ormuz. L'Europe ou d'autres pays en ont besoin. L'Europe et l'Orient, surtout la Chine, cherchent d'autres moyens d'obtenir du pétrole. Peut-être que les Saoudiens devraient faire de même. À ce stade, les Saoudiens devraient dire à la Chine, si vous ne cessez pas de fournir des missiles ou des capacités balistiques à l'Iran, c'est fini, on rompt. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que l'on voit souvent dans les monopoles. Tu sais, évidemment, dans le travail que je fais, c'est un monopole religieux. Nous avons des monopoles religieux dans l'orthodoxie. Et dès que quelqu'un commence à étouffer le peuple, les gens commencent à chercher des moyens alternatifs. Ils commencent à acheter des logements. Donc, c'est presque une bonne chose. Oui. Plus ils empirent, plus les gens réalisent. Attends une minute, ils me contrôlent. Je n'ai pas la possibilité de choisir par moi-même. Et maintenant, nous allons créer des alternatives. Et ces alternatives sont automatiquement meilleures, plus flexibles et plus variées. Le régime iranien, il ne faut pas dire les Iraniens. Absolument. Les gens persistent à employer ce terme inapproprié en disant les Iraniens. J'ai compris qu'il faut parler du régime. Le régime s'est donc tiré une balle dans le pied. Dieu merci, oui. Aussi, je pense qu'il est important de souligner que ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz, mais tous les ports, n'importe quel port d'Iran qui reçoit du pétrole est coupé. C'est le blocus naval. Ce n'est pas seulement que nous fermons le détroit d'Ormuz, nous ne laissons rien parvenir en Iran par ces ports. Je souhaite ajouter quelques notes d'un autre analyste que j'ai lu ce matin, Niad Maleki, analyste à la Fondation pour la défense des démocraties, qui a détaillé cela en chiffres. Il travaillait auparavant dans la finance et possède des données très intéressantes. Nous pourrions même inclure le lien. Mais il estime que ce à quoi nous faisons face avec le blocus représenterait environ 13 milliards de dollars de pertes pour la République islamique par mois. En plus de cela, et c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est que si certains de ces sites ne sont pas utilisés, si ce blocus sur le pétrole continue, ils vont en fait fermer. Parce que lorsque ces huiles matures débordent, l'eau du fond s'engouffre. Et il explique tout le fonctionnement de ce processus. En gros, cela pourrait détruire définitivement ce qu'il estime être entre 300 000 et 500 000 barils de capacité de production par jour, ce qui représente environ jusqu'à 50 milliards de revenus par an perdus à jamais. Donc, et on estime que cela se produira après 13 jours de ce blocus. Donc, le régime est vraiment dans une très mauvaise position, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Plus cela dure, plus les dégâts seront importants. Eh bien, honnêtement, je crois vraiment que maintenant, c'est une question de si et non de quand, ce qui est une position incroyable après des années à lutter contre leurs supplétifs parce que leurs supplétifs nous attaquaient. Et je pense simplement que les gens doivent faire preuve d'un peu de patience, avoir un peu de courage et se dire qu'ils sont en train de vivre leurs derniers instants. C'est à ça que ressemble un animal blessé et dangereux. Et nous devons simplement rester forts. Et en fait, je suis assez impressionnée par Trump. Je sais que, vous savez, quand je dis des choses comme ça, je reçois beaucoup d'amour et aussi beaucoup de haine.
Mais je crois vraiment que cet homme est un bon stratège et qu'on ne lui donne pas assez de crédit pour le fait qu'il savait que cela allait arriver. Il a essayé. Il a instauré le cessez-le-feu. Il savait que cela allait arriver. Voyons ce qui va se passer dans le détroit d'Ormuz. Parlons un instant du pire scénario. Est-ce qu'on va voir des navires se bombarder cet après-midi? C'est tout à fait possible. C'est possible. Mais d'ailleurs, tu appelles ça le pire scénario. Ce n'est pas le cas. J'appellerais ça le pire scénario. Oui. L'administration Trump accepte un accord bidon qui ne veut rien dire et s'imagine qu'ils vont vraiment abandonner Chinoosh. Ils ont finalement accepté, donc on va débloquer les avoirs. C'est le pire des scénarios. Le pire des scénarios, c'est qu'un accord sorte, n'importe quel accord. À 4 heures? Si ou à tout moment dans les 2 semaines à venir, pour que les navires, je ne sais pas, se bombardent les uns les autres. C'est peut-être ce qu'il nous faut pour enfin terminer le travail parce que Trump dira que ça suffit. D'accord. S'il y a des mines qui explosent, par exemple, et cela arrive souvent avec l'administration Trump et avec Netanyahou. On dit « oh là là, ça n'arrive pas ». Et puis ça arrive. Donc, je ne serais pas surprise que dans ces 2 semaines, on voit une action militaire, peu importe laquelle. Mais je ne pense pas que le pire scénario soit la guerre. Je pense que le pire scénario, c'est une prétendue paix qui n'en est pas une. Oui. Vous savez, la chose la plus intelligente que j'ai jamais entendue ou lue à propos de Trump, c'est que ses partisans le prennent au sérieux, mais pas au pied de la lettre. Oui, oui. Ceux qui détestent Trump le prennent au pied de la lettre, mais pas au sérieux. Et prendre au pied de la lettre ce qu'il écrit, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, parce que je sais qu'il faut le prendre au sérieux. Et je pense que c'est le gros problème pour des gens comme moi, toi, nous, enfin peut-être pas, mais pour l'Israélien moyen, disons, c'est que tout cela se joue à un niveau très politique et mondial. Il y a des gens qui peuvent l'analyser, prendre du recul et dire de ne pas le prendre au sérieux. Pourtant, des mères fuient avec leurs enfants vers les abris anti-bombes sans savoir si l'école ouvrira demain. Tout cela a de vraies conséquences sur la vie quotidienne des gens chez eux. Et ce n'est pas si facile d'avoir simplement confiance en Bibi et Trump. Parce que, franchement, pour être honnête, vous savez, je suis contente que ce soit Trump et Bibi qui combattent le régime en Iran. Mais ce ne sont pas les personnes que je veux voir gérer mes affaires intérieures parce qu'ils sont nuls à ça. Ils sont vraiment nuls à ça. Je ne suis pas d'accord. Non. Attends, tu m'as interrompu. Désolé, ne l'interromps pas. Je ne t'ai pas interrompu. Donc, je dirais simplement que chaque Israélien est résilient, mais qu'il continue aussi à faire la guerre. Nos soldats restent au Liban et à Gaza. Leurs pères sont absents. Les mères portent le fardeau. Et l'idée qu'on pourrait simplement attendre de voir qu'on va se coucher un jour et qu'il dit autre chose le matin et da, c'est mignon, mais je pense juste qu'il est important que tout le monde comprenne qu'il y a de vraies personnes, il y a de l'autonomisation. Je ne sais pas s'il y a de vraies personnes. Mais quels sont nos choix? Non, je le mets juste sur la table car je pense que ça pourrait l'être. Pour être honnête, il va falloir 2 personnes pour diriger cette guerre. Et je suis toujours d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Maintenant, comme tu as mentionné le Liban, je voudrais faire un petit détour ou un petit tour au Liban parce que nous avons quelque chose d'absolument historique pourrait se produire demain, mardi. C'est-à-dire que l'ambassadeur d'Israël à Washington et l'ambassadeur du Liban à Washington vont se rencontrer sous l'égide de l'administration américaine pour voir s'il y a un moyen d'avoir la paix avec le Liban. Est-ce que cela pourrait arriver? Je veux dire, je pense que c'est tout à fait possible que cela arrive. Je ne vois aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. La situation actuelle est que Israël et le Liban sont du même côté contre le Hezbollah, qui occupe le Liban et qui est en réalité la République islamique d'Iran. Oui, parlons de l'occupation illégale. Exactement, exactement. Donc, nous sommes du même côté. Nos intérêts sont alignés. Tout le monde veut voir le Hezbollah désarmé, sauf le Hezbollah et la République islamique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que l'opportunité n'a jamais été aussi bonne pour parvenir à un accord entre le Liban et Israël. Si nous réussissons à travailler ensemble pour éradiquer et désarmer le Hezbollah, une nouvelle relation entre Israël et les Libanais émergera. C'est fou, mais on voit plus de Libanais que jamais s'exprimer, premièrement, en faveur de cela, mais aussi ils ne considèrent plus Israël comme le problème ici.
Ils pointent le Hezbollah du doigt. Et c'est drôle parce que depuis que ces discussions ont été annoncées, le Hezbollah essaie d'intimider les Libanais pour qu'ils annulent ces discussions en agissant comme s'ils étaient les défenseurs du Liban alors qu'ils ont plongé le Liban dans la guerre pendant des décennies. Absolument. Et vous savez, la plus grande critique que nous recevons maintenant à propos de ce qui se passe au Liban concerne quelque chose que nous avons dû faire parce que nous étions attaqués. Ils ont rejoint la guerre avec l'Iran contre la République islamique. Ils n'auraient pas dû s'impliquer. Ils se sont impliqués. Et c'était notre moment pour nous débarrasser essentiellement du régime islamique à notre frontière nord parce que c'est exactement ce que vous êtes. Mais je trouve très curieux que les mêmes personnes qui disaient d'arrêter la guerre disent maintenant non à la paix. Ces mêmes idiots utiles qui disent d'arrêter la guerre avec l'Iran disent non à la paix entre Israël et le Liban, ce qui vous montre bien qui ils sont. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on pourrait avoir la Syrie et le Liban, le gouvernement, ce qu'il en reste, et Israël qui combattent ensemble le Hezbollah en ces temps prophétiques, la Russie. Eh bien, je pense que le plus étonnant concernant le Liban, même si je reste très sceptique à ce sujet, vu ce que nous avons vu, d'accord? Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de Shoshana de l'avoir interrompu alors que c'était si civilisé. Nous n'y arriverions jamais. C'est pertinent pour ce que je dis sur la foi aveugle. Non, nous ne pouvons jamais avoir une telle foi en nos dirigeants. Je pense que si on se base sur ce qu'ils ont fait, même quand on ne sait pas ce qu'ils préparent et qu'on le découvre ensuite, c'est pour ça que j'ai développé de la confiance en eux. Et c'est la même chose en ce qui concerne le Liban. Le Hezbollah, apparemment, nous avons combattu, nous, Israël, C'est exact. vient juste de déjouer un coup d'État majeur au Liban. Le Hezbollah était sur le point de faire un coup d'État. Maintenant, c'est vrai, le Hezbollah dirige en gros le Liban, et ce, depuis longtemps. Quelle différence entre organiser un coup d'État et la situation actuelle, Ruti? Parce que je pense que ça aurait été pire, parce qu'ils auraient alors totalement pris le contrôle de tout le gouvernement. Ils auraient dû affronter les forces libanaises. C'est vrai qu'ils font déjà partie de l'armée libanaise et du gouvernement, etc. Mais ça aurait été une prise de contrôle massive et nous l'avons déjoué d'une certaine manière, même si je ne sais pas exactement comment, mais c'est ce qui s'est passé. Eh bien, nous avons bombardé 200 bases du Hezbollah. Non, nous l'avons fait, mais apparemment, c'était presque aussi ingénieux que l'opération des beepers ou quelque chose comme ça. Certains disent que ça l'a même surpassé. Ça l'a même dépassé. On ignore ce que c'était. Nous allons le découvrir. Mais ça, en soi, c'est génial. Maintenant, la raison pour laquelle je suis toujours sceptique, c'est que très souvent, Israël fait quelque chose dans ce genre-là et ensuite, on entend des critiques. Par exemple, je ne serais pas surprise d'entendre des critiques du gouvernement libanais dire « Israël tue trop de gens ». Vraiment? Vous plaisantez? Donc, j'attends de voir. Je souhaite une réelle coopération. Oui, discuter est une bonne idée, cela ne peut pas nuire. Mais soyons simplement prudentes. Ce que je sais des Libanais, pour en avoir rencontré beaucoup et m'être fait beaucoup d'amis à Dubaï d'ailleurs. Beaucoup de Libanais se sont installés à Dubaï. Ils ressemblent beaucoup aux Israéliens. Ils aiment la vie. Oui, ils veulent bien vivre et fonder une famille. Et toutes les différences. Une grande partie du pays est chrétienne. C'est un pays très... Une histoire et une mentalité différentes de celle de ces personnes. Eh bien, ils l'étaient autrefois, John. Oui, ils étaient autrefois majoritairement chrétiens jusqu'à ce qu'ils soient chassés. La Syrie n'a-t-elle pas récemment déjoué un complot du Hezbollah visant à tuer un rabbin en Syrie, ce que j'ignorais même? Je ne savais tout simplement pas. Je me demandais s'il restait encore des Juifs en Syrie. Il doit en rester 5 ou quelque chose comme ça. Mais moi, Je pense que les forces syriennes, ou peu importe, les forces du régime, ont déjoué le complot du Hezbollah visant à tuer un rabbin et à déclencher... et ils continuent de massacrer les Druzes et les chrétiens. Donc, ils doivent vraiment couper le mal à la racine. Mais avec qui pouvez-vous travailler maintenant? Avec qui pouvez-vous travailler? C'est fou. Avec qui pouvez-vous travailler? C'est une excellente question. Les actions d'Israël au Liban ont été largement critiquées par de nombreux dirigeants mondiaux, notamment lors du débat sur le cessez-le-feu, quand la République islamique d'Iran a introduit ce sujet concernant le Liban, alors que ce n'était pas prévu. C'est une opération psychologique. Mais la réaction que vous voyez de la part des dirigeants mondiaux est absolument honteuse. Vous savez, Parce que encore plus que Gaza d'une certaine manière, et je vais expliquer pourquoi. Parce que la communauté internationale a déjà accepté, par consensus, que le Hezbollah doit être désarmé et qu'il ne peut pas opérer ni exister au sud du fleuve Litanie. C'est déjà établi. Cela a déjà été voté aux Nations Unies, pas une seule fois, mais 2 résolutions.
1701 et 1559 affirment toutes les deux cela. Et pourtant, même avec des milliards de dollars de la finule, des dollars des contribuables américains d'ailleurs allant à l'ONU, cela ne s'est pas produit. Le Hezbollah n'a pas été désarmé. Ils ont pu se reconstruire à la frontière sud et lancer des milliers de missiles sur des civils israéliens dans des zones résidentielles. Rien n'a été fait. La communauté internationale devrait remercier Israël de faire leur travail et même lui envoyer un chèque. Absolument. Supprimons la finule qui collabore apparemment maintenant avec le Hezbollah en les aidant à se cacher. Et ils ont trouvé tout un tas d'armes, des caches sous leur base. Ils sont une perte de temps et ils sont vraiment une cinquième colonne dans ce processus de paix. C'est toujours la même chose. Quoi? Une blague. Et Emmanuel Macron, je me rends avant même de commencer, dit The French en disant que la seule façon de gérer cela est de négocier un accord avec les terroristes. Tu sais quoi? Emmanuel Macron. Oh, j'aime tellement Trump. As-tu vu ce qu'il a dit à son sujet? Il a dit que ses insultes marquent un mot. Bref, Emmanuel Macron dit que oui, le Hezbollah doit se désarmer. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, grand homme? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Voilà ce que tu vas faire. Et c'est pour ça que nous devons faire le travail. Mais sur ce point, laissons, je suis désolée. Une chose très importante reste à dire. L'une des raisons pour lesquelles il parlait autant du Liban, c'est à cause de cette frappe du 8 avril où Israël a frappé 100 sites en même temps en utilisant 160 munitions, une opération énorme. La plupart d'entre eux étaient des cibles strictement militaires. Quelques-unes étaient des cibles à double usage, ce qui signifie que le Hezbollah les utilisait au sein de populations civiles. Et je veux juste le préciser parce que c'est important, car beaucoup de gens répètent cette information incorrecte. Des centaines de Libanais ont été tués. En fait, des centaines de civils ont été tués. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a littéralement dit que des centaines de civils ont été tués. À l'heure actuelle, 254 Libanais ont été tués. Ce sont les statistiques du ministère de la Santé du Liban qui ne précisent pas combien sont des combattants ou des civils. Pourtant, la communauté internationale, y compris les dirigeants mondiaux, traite ces chiffres comme s'il s'agissait uniquement de civils. Alors que nous savons en réalité qu'à ce jour, et ce chiffre devrait augmenter, au moins 180 de ces 254 personnes ont été confirmées comme membres du Hezbollah, ce qui représente 70% de combattants. Donc oui, Nous refusons la mort d'innocents Libanais. D'où notre demande d'évacuation et nos avertissements concernant les sites à double usage selon le droit international. Mais si nous regardons les statistiques de cette frappe, il n'y a aucune preuve pour soutenir l'affirmation que des centaines de Libanais ont été tués lors de ces frappes. Ce n'est pas un crime de guerre. Il s'agit de prendre des mesures contre un groupe terroriste qui sabote tout l'État libanais et prend les Libanais en otage. non, il ne s'agit pas seulement de civils, mais de tous les enfants. Tu as entendu? Oui, tous les enfants. Ils se servent tous des enfants. Si vous voulez vraiment protéger ces enfants, vous voudriez que les terroristes arrêtent de contrôler leur vie. Bande d'hypocrites. D'accord, continuons. Juste une petite chose. Peu importe. Tu fais venir tous les vauriens en même temps. Une bonne chose à propos de Macron et du Liban. Une bonne chose. Il disait, non, une mauvaise chose. Ce qu'on disait et qu'on continue de dire, c'est que Beyrouth était le Paris du Moyen-Orient. Oui, Eh bien, Macron a contribué à faire de Paris le Beyrouth de l'Europe. wow, Ruti, tu n'as pas tort. Et malheureusement, l'Europe est littéralement en train de signer son propre arrêt de mort. C'est ça. Bon, passons maintenant à des individus encore plus méprisables. Notre rubrique préférée, le salaud de la semaine. D'accord, mesdames. Il devait passer à la séquence suivante. Non, j'ai dit, Oui, on est toutes dedans. On est vraiment à fond dedans. on a déjà suggéré que toute l'émission soit remplie de crapules et c'est presque le cas. Très bien, Lutti, on commence avec toi, notre co-animatrice invitée cette semaine. Ma crapule de la semaine et je dirais même du millénaire, c'est Erdogan de Turquie. Et cette semaine, il a refait surface. Il fait toujours ça, en affirmant non seulement qu'Israël commet un génocide, mais aussi qu'il est mauvais. Nous devons arrêter les dirigeants et mettre Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens en prison pour 5000 ans ou peu importe combien de temps. Mais il a dit que nous pourrions devoir envahir Israël et employer la force militaire contre lui. Oh, il va nous envahir? Oui. Il a dit, nous ferons comme en Libye, nous allons envahir. Laissons juste. Oui, le grand maintenant. Oui, parfait. Il a fait un excellent travail. Et Erdogan, je dois dire que depuis des années, il est ma bête noire. En tant que chroniqueuse, je disais souvent qu'il était une cible facile, car presque chaque semaine, il commettait un crime ou un acte répréhensible. Il parle de crimes de guerre et de tout ça, et des flottilles.
Et je pense vraiment qu'il est temps qu'Israël rompe totalement toutes ses relations diplomatiques avec la Turquie. Trop, c'est trop. Est-ce qu'il en reste cependant, Ruth? Eh bien, Officiellement, oui. nous n'avons pas d'ambassadeur là-bas, ni eux ici. C'est vrai, mais nous n'avons pas rompu officiellement. Et puis, nous revenons en arrière et nous avons fait en sorte qu'Obama oblige le premier ministre Netanyahou à présenter des excuses à Erdogan et à lui donner de l'argent, des réparations pour le Mavi Marmara. Mais dans tous les cas, la Turquie est un ennemi de l'État, c'est un ennemi de l'Occident. Il soutient essentiellement l'Iran et il héberge le Hamas. Et le fait est que ce type est du mauvais côté de l'histoire et il devrait être dénoncé. Comment expliquez-vous qu'il ait été attaqué par l'Iran? Eh bien, vous savez, ces alliances sont toujours étranges. Vous savez, Change de camp? Parce qu'ils convoitent tous un empire concurrent. c'est ça. Il veut devenir le prochain empire ottoman. Donc, il y a de la concurrence à ce niveau-là. Mais quand il s'agit d'Israël, il est sur la même longueur d'onde que l'Iran et tous ses relais. Oui, Erdogan mérite clairement le titre de sale type de la semaine. Merci, Ruthie. Émilie. Mon sale type de la semaine est Mahmoud Khalil, qui aurait dû être expulsé des États-Unis il y a longtemps parce qu'il déteste vraiment les États-Unis. Je ne comprends pas pourquoi il tient tant à rester là-bas. Tu sais pourquoi? Oui, exactement. Cette semaine, son appel contre son expulsion a été rejeté. Oui. Oui. La bonne décision. Enfin, cela le rapproche un peu plus de l'expulsion des États-Unis. Pour rappel, Mahmoud Khalil était l'un des leaders des campements à l'Université Columbia, où il était, je crois, étudiant en cycle supérieur. Il était le porte-parole de CU Columbia University Divest, le groupe qui s'opposait à Israël. Il avait distribué des tracts du Hamas pendant les campements. Il apparaît sur des vidéos lors d'événements où il brûle des drapeaux américains, scande « Mort à Israël », font l'éloge du Hamas, etc. Voilà le genre de personne qu'est Mahmoud Khalil. Depuis que le département d'État lui a retiré sa carte verte, il fait le tour des États-Unis en se présentant comme une victime, soutenu par des organisations comme CARE et d'autres groupes islamistes aux États-Unis qui tentent d'empêcher son expulsion du pays. Il a même intenté un procès contre l'administration Trump pour plusieurs millions de dollars, une affaire toujours en cours. Et il ne peut pas être expulsé tant que la procédure n'en est pas au moins à un certain stade, ce qui, bien sûr, était intentionnel de leur part. Mais il a publié un tweet hier, je crois, se plaignant du fait que le système judiciaire a été extrêmement injuste envers lui, violant ses droits, ce que je trouve très ironique étant donné qu'il est syrien et algérien. Je ne vois aucune plainte de sa part concernant le système judiciaire dans ces pays et à quoi pourraient ressembler ses droits dans une situation similaire en Syrie ou en Algérie. Mais j'imagine qu'il va le découvrir, car il finira par se retrouver dans l'un de ces deux pays. Alors, shalom, Mahmoud, tu es mon salaud de la semaine. Eh bien, merci pour ça, Émilie, parce qu'on aime toujours un salaud avec une fin heureuse. Et j'espère que quand il se fera expulser des États-Unis, je serai là avec du popcorn. Oh! Et remarquez que pendant toute sa tournée où il se pose en victime, où est ce bébé, le fameux bébé que sa femme a eu, où il disait, vous savez que c'était tellement dur pour lui parce que sa femme était enceinte et tout ça. Je pense qu'il ne se soucie pas vraiment de sa femme. Je ne sais pas. On l'a vu avec sa femme. Elle est américaine? Non, je ne crois pas. Elle est américaine? Vraiment? Eh bien, elle devra aller en Syrie et s'habituer à la vie là-bas en tant que femme. D'accord, Shoshana, qui est ton salaud cette semaine? Shoshana respire un coup. Reviens. C'est le Conseil économique et social de l'ONU, ECOSOC, et Andy ne me lance pas là-dessus. Et toutes les personnes qui font partie, ou plutôt tous les pays, je suppose, qui font partie de ce comité à l'ONU, qui ont nommé le régime islamique d'Iran, d'accord, pour ce comité. Ces noms sont ridicules, mais ils nomment l'Iran au comité du programme et de la coordination qui façonne la politique de l'ONU. Il façonne la politique de l'ONU, les droits de l'homme, des femmes et la prévention du terrorisme. Expliquez-moi comment le régime iranien justifie obliger les femmes à se couvrir les cheveux sous peine de mort, aucun droit humain et promotion du terrorisme. C'est à peu près tout ce qu'ils vont revendiquer. Très bien. D'accord, donc on pourrait dire que l'ONU a toujours été dominée par le bloc arabe, d'accord? Mais alors pourquoi? Pourquoi? Oui. Le Canada, la France, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, l'Australie, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Autriche et la Finlande ont-ils accepté cela? On pourrait dire qu'il y a quelques brebis galeuses, mais qu'en est-il de ces personnes?
Qu'en est-il de ces personnes qui ne prennent pas position pour dire non? Ce sont les auteurs d'horribles violations des droits humains. Et donc, juste pour que vous le sachiez, la Chine, Cuba, le Nicaragua, le Soudan et l'Arabie saoudite ont également été intégrés à ce comité. Donc, vous pouvez vous attendre à de grandes choses de vos impôts à l'ONU très bientôt. Oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable. En fait, pas tant que ça, parce que ce sont les pays européens sans colonne vertébrale qui sont pris en otage par leur électorat musulman. Et bien sûr, l'Australie qui a déjà basculé du côté obscur. Et ils sont justes, encore une fois, il semble que le thème de cette semaine soit que ces gens signent leur propre arrêt de mort avec ces décisions. Ça me dépasse complètement. Et l'ONU est déjà ridicule à ce stade. Ils signent leur propre arrêt de mort et ils continuent de condamner Israël pour des violations des droits de l'homme. Combien de fois ont-ils dit que nous étions ceux qui violaient le plus les droits des femmes au Moyen-Orient? Oui, Sérieusement? oui. Je veux dire, c'est vrai qu'Israël, comme n'importe quel pays, il y a peut-être beaucoup de choses à améliorer en ce qui concerne les droits des femmes, mais ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable à ces pays-là. Israël, seul lieu au Moyen-Orient où une femme arabe peut vraiment voter. D'accord. Mon salaud de la semaine est quelqu'un qui a été une petite nuisance pour moi, comme une petite mouche dans mon champ de vision périphérique. Je ne voulais pas qu'il soit un salaud parce que je ne voulais pas qu'il soit assez important pour l'être, mais Zach Polanski, félicitations. Tu es passé d'une mouche en périphérie à une mouche au centre de ma vision et maintenant je suis en colère. Zach Polanski est le chef du Parti vert du Royaume-Uni. Il est aussi juif. Son vrai nom n'est en fait pas Zach Polanski. C'est autre chose et je n'ai même pas envie de le vérifier. Et Zach Polanski, il y a quelques années, était hypnotiseur. Et son plus grand tour, eh bien, il a essayé de devenir acteur, il n'a pas réussi, et ensuite, il est devenu hypnotiseur. Et son plus grand tour ou son numéro, c'était qu'en hypnotisant des femmes, il leur faisait croire que leur poitrine était plus grosse qu'elle ne l'était réellement. J'aimerais que ce soit une blague. C'était le tour de Zach Polanski. Quelques années plus tard. Et voilà comment les choses ont évolué dans le monde. Aujourd'hui, il est le chef du Parti vert. Maintenant, on pourrait penser qu'avec un tel nom, le principal manifeste du Parti vert porterait sur l'énergie verte, l'énergie propre et la sauvegarde de l'environnement mondial. Mais non, bien sûr que non. Parce que maintenant, Zach Polanski, le juif de service, est devenu celui qui, à chaque interview qu'il donne, condamne Israël. Il dit que nous commettons un génocide. Il dit que nous sommes un régime d'apartheid. Il débite tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est à cela qu'il consacre sa plateforme. Ils ont voté ou tenté de voter une résolution affirmant que le sionisme est du racisme. Je ne sais pas si elle a été adoptée, mais il dirigeait cette initiative. À tel point que sa propre famille prend ses distances avec lui parce que sa famille est sioniste. Sa mère, celle qui participe aux manifestations, et sa mère a dit « S'il est élu, je pars en Israël ». Voilà à quel point la situation est devenue ridicule. C'est triste, c'est gênant. Mais le meilleur chez Zach Polanski, c'est qu'il est juif, mais il affirme aussi qu'il est gay. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, vous verriez que tous mes amis homosexuels qui se respectent diraient qu'il n'est pas des nôtres parce qu'il ne sait pas s'habiller et il ne sait certainement pas danser. 10 000 points. Il est prêt à danser encore plus à la maison. Alors, ce que je veux dire à propos de Zach Polanski, c'est que tu es une blague. Et le fait que tu sois maintenant le chef d'un parti que les gens prennent au sérieux est exactement la raison pour laquelle la situation est devenue aussi grave. Il y a 5 ans, tu étais hypnotiseur et maintenant, tu tentes d'hypnotiser tout un pays pour leur faire croire qu'ils ont une plus grosse poitrine. Alors, Zach Polanski, tu es, et je suis vraiment en colère que tu sois devenu si important que j'ai dû te désigner comme le salaud de la semaine. Mais tu es mon salaud de la semaine. Pourquoi un homme gay voudrait-il faire croire aux femmes que leur poitrine est plus grosse? En fait, je ne pense pas qu'il soit gay. Eh bien, je m'en rends compte. Il est louche. Je pense qu'il fait semblant d'être gay pour neutraliser le fait qu'il est juif et se faire accepter par les wokistes. Je ne pense pas qu'aucun de mes amis gays dirait que ce type a des stratégies. Je ne crois pas. Mais bon, je peux me tromper. Je ne sais pas. Le Parti vert vient pas juste d'avoir un énorme scandale?
L'une de leurs discussions internes a fuité et il y avait énormément d'horreurs antisémites choquantes qui circulaient. Et c'est lui le chef de ce parti. Oui, ça a du sens. Donc, il est le type typique. Il était à côté de moi chez Piers Morgan lors de ma dernière venue au studio. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu débattais avec lui? Je ne débattais pas avec lui, mais il passait juste avant moi en interview, donc on était côte à côte. Et comme tu l'as dit, ce n'était pas à ce sujet, mais sur sa carrière politique. Mais il parle d'Israël, du génocide israélien. Je me dis, mec, t'es qui, toi? Tu n'as rien à voir avec ça. Et aussi, va chez le dentiste, mec. Vraiment, mon mari est un excellent dentiste et je sais que pour toi, le problème, c'est Israël. Mais on sait que si tu as besoin d'aide, si c'est ce qu'on peut négocier ici pour que tu te taises. Bref, voilà mon salaud de la semaine. Maintenant, il faut purifier nos âmes avec de bonnes ondes parce qu'on doit toujours finir sur une note positive. Et la note positive, ce sont nos héros. Et pour chaque salaud, il y a beaucoup de héros. Shoshada, qui est ton héros cette semaine? Mon héros de la semaine est particulièrement pertinent aujourd'hui. Ce soir débute la journée du souvenir de l'Holocauste en Israël. Comme déjà dit, je suis la petite fille de survivants de l'Holocauste. Toutes les personnes qui racontent leur histoire, toutes celles qui continuent de se souvenir de ce qui est arrivé au peuple juif, individuellement et en tant que nation, sont des héros à mes yeux. Mes grands-parents ont refait leur vie 3 fois chacun après avoir perdu enfants et conjoints, dans 3 pays différents. Ils parlaient 5 ou 6 langues car ils devaient toujours apprendre. Et la résilience du peuple juif, la résilience de la nation d'Israël et la résilience des personnes qui veulent vivre ne pourront jamais être brisées. Alors souvenez-vous que le peuple juif a traversé beaucoup d'épreuves, pas seulement la Shoah et pas seulement les juifs ashkénazes. Où que nous allions, nous étions persécutés. Grâce à Dieu, nous avons maintenant notre pays que nous défendons. Mes héros sont ceux qui défendent, racontent les histoires et n'oublient jamais nos origines. Amen. Et vous savez, quand vous parlez à l'un de ces survivants de l'Holocauste qui sont maintenant bien avancés dans la 80aine, ils sont d'une force incroyable. Ce sont des personnes fortes ayant traversé de nombreuses épreuves. Pourtant, elles ont su reconstruire leur vie, avançant comme le peuple juif l'a toujours fait. Merci, Shoshana, d'en avoir parlé. Émilie, qui est ton héros? Alors, mon choix n'a rien d'aussi profond ni d'aussi significatif. Mais cette semaine, je vais choisir les Émirats arabes unis parce que je pense qu'ils ont été très fermes tout au long de ce conflit. Ils ont été très fermes sur leur position, qui a été explicitement exprimée dans plusieurs langues, contrairement à la plupart des autres pays attaqués par la République islamique d'Iran pendant cette période. Il est important de savoir que les Émirats arabes unis ont reçu plus de drones et de missiles que l'État d'Israël au cours des, disons, 45 derniers jours environ. 3 ou 4 fois plus? Oui. Ils bombardaient des sites civils et des infrastructures énergétiques à Dubaï, Abu Dhabi et partout aux Émirats arabes unis. De graves crimes de guerre ont été commis contre les Émirats arabes unis. Et nous avons vu les Émirats arabes unis s'exprimer très ouvertement même contre les négociations, je crois, ou du moins contre la façon dont elles étaient présentées au départ. Et demander à la Maison-Blanche, à Trump, de continuer le combat contre la République islamique jusqu'au bout, en essayant de trouver des solutions pour réduire leur pouvoir et leur influence dans la région, et en tenant les dirigeants européens et occidentaux responsables de leur échec et de leur lâcheté à affronter la République islamique d'Iran, même lorsqu'il s'agit de leur propre énergie. Cela affecte leur population, comme mentionné avec le détroit d'Ormuz. Donc, c'était vraiment inspirant de voir cela. Et nous voyons un nouvel alignement des puissances mondiales avec les Émirats arabes unis et certains autres États du Golfe qui s'alignent avec l'Ukraine, les États-Unis et Israël contre d'autres pays, même certains de l'Occident, qui s'alignent avec des dictatures. Et il y a en ce moment une véritable fracture. Et nous voyons aussi une partie de l'Europe de l'Est soutenir Israël sur ces questions. Mais l'Europe de l'Ouest, je veux dire, c'est fini. Oui. Mais oui, c'est mon héros de la semaine cette semaine. Ils étaient le héros. Les Émirats arabes unis, tu sais, d'abord, ils ont été le premier pays à adopter les accords d'Abraham. Ils étaient les nachons. Ils étaient les premiers à subir les critiques courageusement. Et ils sont très lucides concernant l'intolérance. Bien plus. Vous savez, l'ironie, c'est qu'ils ne donnent plus de bourse à leurs étudiants pour aller étudier au Royaume-Uni parce qu'ils seraient radicalisés au Royaume-Uni. C'est insensé. C'est insensé. C'est insensé. C'est insensé. Ils sont formidables. Nous avons tous des amis des Émirats arabes unis, restés à nos côtés durant ces années difficiles.
Ça montre en quelque sorte que la méchanceté et la stupidité ne sont pas mutuellement exclusives parce que l'Iran a bombardé, a pilonné les Émirats arabes unis et d'autres États du Golfe. Et on pourrait penser que l'Iran ferait peut-être attention à cela pour essayer de les pousser à se retourner contre Israël, pour amener ces États à se retourner contre Israël. Mais au lieu de cela, plus de missiles ont été tirés contre eux que contre Israël. C'est fou. Je pense que les gardiens de la Révolution ont fait une erreur de calcul, pensant qu'ils allaient réussir, car ils n'ont pas l'habitude. Ils pensaient que la pression internationale suffirait? Le mal et la stupidité vont très souvent de pair. J'adore leurs expressions, Ruthie. Qui est ton héros cette semaine? D'accord, mes héros sont le peuple iranien. Je pense qu'avec toutes nos discussions sur les missiles, le nucléaire et les cessez-le-feu, ils se sentent probablement oubliés dans une certaine mesure. Parce qu'on ne parle pas autant d'eux et de leur capacité à descendre dans la rue et à faire tomber le régime, eh bien, nous ne vous avons pas oubliés. Je dirais que les Israéliens ne vous ont pas oublié, à part une poignée d'Israéliens qui sont contre la guerre. Je pense qu'on parle beaucoup de la résilience israélienne. On dit, j'aimerais parler de la résilience du peuple iranien. Ils ont été abattus dans les rues. Écoutez, Quand nous sortons manifester, peu importe de quel côté vous êtes, personne ne vous abat. Et ce sont des gens qui, c'est vrai, nous avions des missiles, mais nous avions des abris anti-bombes et nous avions des alertes. Le peuple iranien a été non seulement torturé et opprimé pendant toutes ces décennies, mais récemment abattu, et des femmes ont été assassinées et violées simplement parce qu'elles portaient mal leur hijab. Ces personnes sont très courageuses. Je voudrais leur dire que nous ne vous avons pas oubliés pendant cette guerre. Il faut éliminer les armes nucléaires, mais nous sommes avec vous. Voilà ce que je dirais. c'est le cas. Cela changera la région et le monde. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Émilie, je pense qu'à cause de ce que nous voyons en Occident, ce genre de leadership inefficace et sans colonne vertébrale, je pense que l'avenir est au Moyen-Orient et à l'Est. Je pense vraiment qu'il va y avoir un réalignement américain dans la mesure où l'OTAN est pratiquement finie. Il va y avoir un nouveau type d'OTAN avec ces pays sunnites modérés. C'est comme ça que je vois l'avenir. Vous savez, et l'Inde a toujours plus ou moins gardé des relations avec tout le monde, mais je crois qu'au final, ce nouveau réalignement va changer l'avenir du monde parce que cela ne peut pas continuer ainsi. Mais ce sont vraiment, vraiment des héros admirables. Et nous en avons eu. Nous mentionnons toujours le peuple iranien parce que nous avons de l'empathie pour eux. Nous leur parlons. Vous savez, Émilie est aussi en contact permanent avec eux. Et nous savons à quel point ils sont courageux. Et laissez-moi juste dire que la diaspora iranienne est la seule à soutenir Israël. Et les Juifs sont les seuls à soutenir la diaspora iranienne. Ce lien est désormais éternel, vous voyez? Eh bien, je dirais que c'était déjà un lien éternel depuis l'époque de Cyrus le Grand. Il existe vraiment un lien entre ces deux peuples autochtones de cette région que beaucoup de gens ne perçoivent pas dans ce débat. Et je reprends chacun de tes mots. Nous faisons attention. Nous entendons ta voix. Nous voyons ce qui se passe en Israël et continuerons à tout faire pour sensibiliser sur ce sujet. Amen, amen. Et j'espère qu'on fera tomber ces salauds, d'accord? Alors, mes héros cette semaine, ça me touche un peu personnellement. Quelqu'un de ma famille a été blessé au Liban pendant le Shabbat et a été modérément blessé en combattant les terroristes du Hezbollah. Et vous savez, ça m'a vraiment touché de près. Et ça m'a juste fait prendre conscience qu'il y a de vraies victimes de guerre ici chaque jour. Nos soldats, vous savez, nos jeunes hommes et femmes se battent courageusement depuis le 7 octobre et bien sûr pendant des décennies auparavant. Mais cette génération se bat depuis le 7 octobre et parfois nous entendons les statistiques et les informations blessés modérément, plus gravement blessés ou légèrement blessés, et puis on n'en parle plus dans les actualités. Mais ce que vous avez, ce sont des héros qui mettent ensuite des mois et parfois des années à guérir de la guerre, du combat qu'ils ont mené pour nous protéger ici. Maintenant que c'est plus près de chez moi, je comprends ce que sont les blessures modérées. Croyez-moi, elles ne le sont pas.
Et quand vous entendez des gens dire que c'est une blessure grave, cette blessure grave est vraiment grave. Et elle se situe souvent entre la vie et la mort à de nombreuses reprises. Et une blessure légère, c'est quelqu'un qui perd une main. Ça, c'est une blessure légère. Et donc, je veux en parler et je veux rendre hommage à mes héros. Tous ces soldats blessés, et pas seulement des blessures physiques, mais aussi des blessures mentales et des traumatismes psychologiques, qui ne disparaissent pas quand la guerre se termine et qui ne disparaissent pas non plus lorsqu'un cessez-le-feu est déclaré. Et elles restent avec eux et leurs familles pendant très très longtemps, et parfois pour toujours. Et comme nous sommes un pays avec une armée de conscription, nous connaissons tous des gens. Nous sommes tous liés à des personnes qui ont soit l'une de ces blessures, soit toutes. Alors, mes héros aujourd'hui et chaque jour, ce sont les personnes pour qui je prie, nos soldats, nos braves soldats et ceux qui rentrent blessés à la maison. Et je prie Dieu chaque jour pour qu'il les guérisse rapidement. Alors, mes héros sont ces soldats et leurs familles, car ils supportent réellement les conséquences de la défense de nos libertés. Et nous en faisons partie. Mais aussi le monde entier. Je veux dire, ces jeunes de 18, 19, 20 ans sont en première ligne pour défendre la civilisation occidentale. Oui, On débat beaucoup sur le soutien des États-Unis à Israël. Certains disent « Nous ne voulons pas mener les guerres d'Israël ». Mais ce n'est pas leur guerre, c'est celle de l'Amérique. la civilisation, surtout contre la civilisation. Et, vous savez, pour revenir à la journée de la mémoire de l'Holocauste, j'ai dit récemment dans une interview que c'est presque une belle mais douloureuse ironie que nous ayons été les victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous sommes les libérateurs du monde. Et si vous ne le voyez pas ainsi, c'est parce que vous n'y prêtez pas attention. Donc, sur cette note, nous continuons à prier pour nos soldats, tous nos soldats à travers le monde. Nous continuons à prier pour le peuple iranien et pour sa libération très bientôt. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés.